Police, j'écoute. On a entendu 2 coups de feu. Une exécution de sang-froid. Ils lui ont laissé 4 minutes et demie, et ils l'ont éliminé. Un mystère à résoudre. Ça s'annonçait compliqué. On ne savait même pas qui c'était. Jusqu'à ce que des images de vidéosurveillance L'image est très granuleuse, la qualité n'est pas optimale, mais c'est tout ce que nous avons. On croise les doigts pour trouver quelque chose. ne révèlent la terrible vérité. Là, l'enquête venait de faire un grand pas en avant. Larry House, 54 ans, et son ami David Strong rentrent d'une sortie de pêche au crabe. On s'est rencontrés dans un bar du quartier. Je venais de m'installer dans le centre de Tacoma. Et depuis ce jour, on est devenus amis. Larry adorait faire du bateau. Il adorait être sur l'eau. C'est bon, on a tout? Ouais, je crois. La dernière fois qu'on s'est vus, on était allé pêcher le crabe. Et il m'a dit... Ça te dit de rester pour le coucher de soleil? Ouais. Et tout d'un coup, il m'a dit... Merci d'être mon ami. C'est important pour moi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci. Ce coucher de soleil est gravé dans ma mémoire. C'est un week-end de 3 jours. Alors Larry passe du temps en famille. Il avait prévu de passer la journée avec Maggie, son ex-femme, et ses fils. Larry était un bon père. Il faisait des activités avec eux, il leur donnait des conseils. Ils allaient camper, pêcher ou faire du bateau tous ensemble. Ils adoraient leur père. Sérieusement, je suis fier de vous. Vous avez bien travaillé à l'école. Larry était homosexuel. Il avait fait son coming out tard après avoir fondé une famille. Ça n'a pas été facile. Je suis un pasteur ouvertement gay. Je crois que c'est ce qui nous a rapprochés. Merci. Ses fils adoraient leur père et ils le soutenaient beaucoup. Les garçons, je viens vous chercher demain matin, d'accord? Soyez prêts. Je vous aime. On devait se voir ce soir-là, mais il ne m'a pas donné de nouvelles. Police, j'écoute. J'ai entendu des voix au sous-sol et je crois avoir entendu 2 coups de feu. 2 coups de feu, c'est ça? 2 bangs très forts. Vous êtes à la résidence de Sky Terrace? Oui. Des policiers ont été envoyés sur place immédiatement. La résidence de Sky Terrace est un bel endroit. Elle se trouve au nord de Tacoma. C'est un quartier tranquille, très bien entretenu, où il y a peu de criminalité. Avant que la police n'arrive sur les lieux, la scène du crime est découverte. Une habitante de la résidence allait se promener. Elle a vu la victime allongée au milieu du parking. Elle est remontée chercher un voisin pour demander de venir avec elle afin de vérifier son état. Le voisin était un médecin de l'armée. Il a constaté la gravité des blessures et a appelé les secours. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont constaté qu'on lui avait tiré dessus et qu'il était décédé. Salut, on t'a briefé? Je devais assister l'inspecteur Nasworthy. Nous sommes arrivés sur les lieux. La victime était un homme d'une 50aine d'années, tué par balle dans un parking. Il n'y avait pas de témoin. Il était allongé sur le dos avec les bras écartés. Son pantalon était baissé jusqu'aux chevilles, mais un secouriste l'avait déplacé. À proximité de l'endroit où la victime a été retrouvée, il y avait des vêtements pliés, une veste et une paire de chaussures. La veste semblait avoir été pliée avec soin. Elle devait appartenir à la victime.
C'était inhabituel. Ça s'annonçait compliqué. On ne savait même pas qui c'était. Nous avons regardé dans ses poches dans l'espoir de l'identifier. Nous n'avons trouvé ni portefeuille, ni téléphone, ni clé de voiture. Ça pouvait être un vol. Mais le parking de la résidence était sécurisé. Il était impossible d'y pénétrer sans la clé ou sans qu'un résident vous ouvre. Il y avait plusieurs possibilités. Peut-être que le tueur visait cette personne en particulier et qu'il la connaissait. J'ai dû envisager le fait que le meurtrier soit un habitant de la résidence. Des agents de police ont interrogé tous les résidents. Et c'est à cette occasion que nous avons pu parler au premier témoin qui avait appelé la police. Nous avons quelques questions. Il s'agissait d'une femme qui rendait visite à un membre de sa famille. Elle était sortie fumer une cigarette sur le balcon. Elle a entendu deux hommes parler. L'un des deux a dit « Tu veux qu'on s'occupe de lui ?» L'autre a répondu « Oui ». Peu de temps après, elle a entendu des voix et des coups de feu. Merci, ça devrait nous aider. Nous avons commencé à penser à un vol. Les poches de son pantalon avaient été retournées. En partant du principe qu'on lui avait fait les poches, nous avons réalisé des analyses ADN sur son pantalon. On ne connaissait toujours pas son identité. On a trouvé le nom et le numéro de téléphone de la responsable de la résidence. On essaie de l'identifier. Elle m'a dit qu'elle pourrait le reconnaître. D'habitude, on ne montre pas le corps aux gens. Mais on avait besoin de savoir de qui il s'agissait. Donc on a décidé de prendre une photo du visage de la victime avec notre téléphone. Elle a reconnu M. House et nous a dit qu'il possédait une BMW noire qui était garée dans le parking. Nous avons obtenu une identification provisoire au nom de Lawrence House, avec son numéro d'appartement. J'ai frappé à la porte plusieurs fois, personne n'a répondu. Alors j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle n'était pas fermée à clé. Il s'agissait d'une résidence sécurisée, ce qui explique que certaines personnes ne fermaient pas leur porte à clé. Mais j'ai quand même trouvé ça étonnant que la porte soit ouverte. Plus tard, j'ai appris que cela faisait partie de ses habitudes de ne jamais s'enfermer à clé. Comme il habitait un étage élevé, il pensait que ça ne risquait rien. On est entré et il n'y avait personne à l'intérieur. L'appartement était propre et bien rangé. Sur les photos de famille, j'ai immédiatement reconnu la victime. Bien sûr que c'est triste, mais ça fait partie du métier. Notre but est de résoudre le crime. On ne pense pas au reste sur le coup. On était juste content d'avoir trouvé cette photo qui nous permettait de l'identifier. C'est notre métier. Quand on y repense plus tard, c'est là que l'émotion surgit. Mais sur le moment, on est vraiment focalisé sur l'enquête. En analysant la scène de crime, nous avons remarqué une caméra de surveillance. C'était inespéré. On n'avait aucune piste à ce moment-là. Le corps était à l'opposé de l'endroit où se trouvait la caméra. Elle était orientée vers l'entrée du parking. Nous nous sommes rendus dans la pièce où le disque dur était stocké. Allez à 21h45 quand les coups de feu ont été tirés. Vu l'endroit où se trouvait la caméra, elle avait peut-être filmé les suspects ou la victime entrer ou sortir. J'espérais obtenir une image des suspects pour commencer mon enquête. Allez-y. Arrêtez là.
C'est trop sombre pour voir à l'intérieur. Zoomez. J'ai vu la BMW noire de la victime entrer dans le parking. C'est bien sa voiture. Continuez. Revenez en arrière. Deux personnes arrivent sur le trottoir et entrent dans le parking. Il s'agit de deux hommes noirs. Le premier porte un pull de couleur claire. Le second porte une chemise à carreaux et un jean. Là. Zoomez sur la ceinture. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il porte une longue ceinture qui pend le long de sa jambe. C'est peu commun. Continuez. Revenez en arrière. On va la rejouer. L'homme au pull blanc entre en premier. Il semble désigner l'endroit où le véhicule est garé. Ensuite, il se tourne pour parler à l'autre individu. Je pense que c'est là qu'il dit « Tu veux qu'on s'occupe de lui ?» La phrase que le témoin a entendue avant d'appeler la police. L'homme à la chemise à carreaux passe devant. Il marche d'un pas assuré vers l'endroit où la victime a été retrouvée. Il a une démarche particulière. C'est un autre élément qui nous a frappés. Je sais qu'un homme a été tué. Alors je m'attends au pire. Tout ça est allé très vite. Monsieur House a dû vivre les 4 minutes et demie les plus longues de sa vie. S'ils avaient garé leur voiture à proximité, ils seraient repartis de là où ils étaient venus. Mais ils sont partis dans la direction opposée. Sans compter que les deux individus sont arrivés et repartis à pied. J'en ai déduit qu'ils devaient habiter dans le centre-ville de Tacoma. La vidéo aurait pu nous montrer toute la scène. Mais dans ce genre de résidence, une fois que les caméras sont installées, on les oublie. Les lentilles ne sont pas nettoyées, le point n'est pas refait. Il s'agissait d'un vieux système de vidéosurveillance. C'est toujours bien qu'il y ait des caméras sur une scène de crime, mais on ne sait jamais ce que ça va donner. Dans ce cas précis, le fait qu'il y ait eu un enregistrement vidéo a été déterminant. Souvent, les images ne sont pas enregistrées. Ce ne sont que des images en direct. Et le temps qu'on arrive, les vidéos ont été effacées. On ne peut pas les regarder à nouveau. Plus on obtient de preuves tôt, mieux c'est. Si ça traîne, ça laisse le temps au suspect de s'enfuir, de détruire des preuves, de changer de version. Si on obtient les images rapidement, on a de meilleures chances de résoudre le crime. Malheureusement, l'image est très granuleuse et relativement sombre. La qualité n'est pas optimale, mais c'est tout ce que nous avons. Quand je me suis levé le lendemain, d'habitude j'avais toujours un message de Larry. « Bonjour, tu as pris ton café ?» Il m'écrivait ça tous les jours. Mais ce jour-là, rien. Je ne me suis pas attardé dessus. J'allais à l'église à pied quand un ami policier m'a appelé. Il m'a dit « David, il faut que je te dise quelque chose. Larry a été tué cette nuit. » Et je n'en revenais pas. Je me suis demandé ce qui s'était passé, pourquoi s'en prendre à lui. Et je suis rentré chez moi
J'ai passé le reste de la journée à pleurer. C'est assez flou. J'ai reçu un appel me disant que Larry avait été tué. On m'a dit que c'était un meurtre. Je n'y ai pas cru. Il fallait bien se rendre à l'évidence, mais je n'y arrivais pas. Et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi. J'ai appelé ses enfants. Son fils m'a tout de suite présenté ses condoléances. Je me suis dit, waouh, vous venez de perdre votre père et vous me présentez vos condoléances. Ça montre le genre d'homme qu'il avait élevé. J'ai pris la décision d'aller voir les agents de police de mon service et de leur montrer la vidéo. En voyant la vidéo, on comprend mieux la façon dont ils sont habillés. L'homme à la chemise à carreaux avait une démarche particulière. Je voulais qu'ils puissent tous la voir. Je leur ai dit, si vous voyez quelqu'un qui leur ressemble en ville, prévenez-moi. À ce moment-là, je pensais qu'il s'agissait d'un crime d'opportunité. Dans cette affaire, il s'agissait de retrouver les coupables. Cet homme était sorti dîner avec ses deux fils et en rentrant chez lui, lorsqu'il est arrivé dans sa résidence, il a été abordé, détroussé et tué pour quelques dollars. C'est arrivé dans un quartier calme. Les gens se sont dit que si ça avait pu arriver à Larry Howes, ça pouvait arriver à n'importe qui. Que plus personne n'était à l'abri nulle part. Beaucoup de gens se sont identifiés à lui pour cette raison. J'habite à une rue de là. Je connais bien ce quartier. Je m'y sentais en sécurité. Je n'en revenais pas. Qui avait pu lui faire ça? Pourquoi vouloir le voler? Quand on se promenait dans la rue, s'il voyait quelqu'un en difficulté, il allait lui donner de l'argent. Dites-moi ce que vous avez vu. Je suis allée interroger un autre couple qui avait appelé la police. Ils avaient vu les individus s'enfuir vers le nord. Et ils nous ont montré ce qu'ils voyaient depuis leur appartement. J'ai constaté que les suspects étaient partis par la rue Stadium. On a refait le chemin à pied à la recherche d'indices. La montre ou le portefeuille de M. House leur avait peut-être échappé. Mais malheureusement, nous n'avons rien trouvé. Ensuite, nous avons récupéré les images de vidéosurveillance des commerces du quartier en espérant y découvrir le visage des suspects. L'inspecteur Nasworthy demande à David, l'ami de Larry, ainsi qu'à la famille de Larry, de se rendre au poste de police. Il voulait nous montrer la vidéo pour voir si on reconnaissait ces hommes. On voit Larry arriver. Et ensuite, les deux hommes qui entrent. Il s'agissait de ces derniers instants parmi nous. Vous reconnaissez ces hommes? C'est quelqu'un qui n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. Et on lui a ôté la vie pour un simple portefeuille. La police examine des heures et des heures d'images de vidéosurveillance. Avec Jack et les autres enquêteurs, nous avons regardé ces images en boucle, à la recherche du moindre indice. À force de regarder et de ne rien trouver, ça devient frustrant.
Malheureusement, nous n'avons rien trouvé. C'était très décevant. Il y avait beaucoup d'enquêteurs qui travaillaient dur sur cette affaire. Nasworthy, un informateur anonyme nous a indiqué le nom d'une personne. C'est super. L'informateur a été très précis. Il a dit que l'individu s'était vanté d'avoir commis le meurtre. Quand on reçoit des renseignements anonymes, on se doit de les vérifier. Dans la foulée, l'inspecteur Nasworthy lance une recherche au nom de David Ellwood dans la base de données de la police. Je ne pouvais pas me contenter d'interpeller cet homme dans la rue. Sans infos supplémentaires, ça n'aurait rien donné. S'il avait nié, j'aurais dû le relâcher. J'ai envisagé qu'il s'agisse d'une fausse piste. Lorsque l'informateur refuse de donner son nom, ça peut déjà poser problème. Alors? Ça ressemble à une impasse. Après avoir confirmé que cet homme n'avait rien à voir dans cette affaire, j'en ai conclu que c'était l'un des coupables ou l'un de ses proches qui nous avait appelés pour nous induire en erreur. On a reçu les analyses ADN. Merci. Nous avions demandé des analyses ADN sur le pantalon de Larry Howes pour savoir s'il y avait des traces ADN de quelqu'un d'autre dessus. Lorsque nous avons retrouvé M. Howes, ses poches avaient été retournées. Les suspects lui avaient fait les poches. Mais l'ADN de la victime était le seul présent sur le pantalon de Larry Howes. Les jours passent, sans aucune nouvelle piste. J'ai affiché les photos des suspects en espérant que l'un de nos agents les reconnaisse. Quelques jours plus tard, un agent de police très observateur a été appelé dans un supermarché. Le gérant lui a expliqué que deux individus, dont l'un était un homme noir qui portait une chemise à carreaux, étaient sortis du magasin avec une bouteille de vodka sans l'avoir payée. Le supermarché était équipé de caméras de vidéosurveillance. Donc le policier a pu voir l'individu sur les images. D'après lui, il s'agissait de l'homme qui était impliqué dans le meurtre de Larry Howes. C'est potentiellement un élément de preuve crucial. La caméra se trouve près de l'entrée de la pharmacie. Reviens en arrière. Stop. On voit un homme qui porte une chemise à carreaux bleus, qui correspond à celle que portait l'homme sur les vidéos de surveillance. On s'est dit, waouh, c'est génial. Je crois que c'est lui. Peut-être, mais on le voit mal. On ne voit pas bien son visage, il est de profil. J'ai contacté le supermarché. Vous pourriez nous envoyer les images de l'incident sous tous les angles? Ça a été très frustrant d'attendre cette vidéo. David Strong était le pasteur de Larry. Ses obsèques ont eu lieu à l'église méthodiste. C'était un fils, un père et un mari. Beaucoup de personnes de notre communauté étaient sous le choc. Beaucoup de gens étaient présents de différents milieux. On ne s'était pas rendu compte de l'aura qu'il avait sur les gens. C'était très dur pour moi. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé tout en étant présent pour les fils de Larry. Ce qui est arrivé à Larry, on ne s'imagine pas que ça puisse arriver à un proche. On est une famille, tout ce qu'il y a de plus classique. On sort manger une pizza de temps en temps. On va à la plage le week-end. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai perdu foi en l'humanité. Ça ne collait pas. Il voulait juste rentrer chez lui.
Rien de plus. Garer sa voiture, faire 10 mètres, monter dans l'ascenseur et aller se coucher. Mais tout s'est arrêté là. C'est terrible. C'est comme s'il avait tiré une carte au hasard qui disait « Ah, vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. Dommage. » Comment peut-on être aussi froid? J'étais particulièrement triste pour ses fils. Ils avaient 18 et 19 ans et ils venaient de perdre leur père de façon vraiment tragique. Je me rappelle leur avoir dit que leur père était très fier d'eux et qu'il les aimait énormément. À la pharmacie. Les vidéos des autres caméras de surveillance sont prêtes à être visionnées. Une des caméras était installée juste en face des portes. On voyait très bien. Je ne m'attendais pas à une image d'aussi bonne qualité. C'est lui. Revenez. On voit l'individu passer la porte. Il porte une chemise à carreaux bleus. Il a la même coupe de cheveux que le suspect du parking de la résidence. Zoomez sur sa ceinture. J'ai remarqué qu'il avait la même ceinture qui pendait sous sa chemise. C'est lui. Il avait la même démarche particulière. J'étais convaincu que c'était notre homme. Stop. Qui est l'autre homme? Ensuite, on s'est demandé qui était l'homme qui l'avait suivi dans le magasin. Derrière le premier suspect à la chemise bleue, il y avait un deuxième homme qui portait une veste à motifs colorés. Est-ce qu'il s'agissait du deuxième homme impliqué dans le meurtre ou pas? Il n'était pas habillé pareil. J'ai envisagé la possibilité que ce soit lui. Mais il avait l'air plus vieux. D'après moi, ce n'était pas la même personne. L'homme à la veste verte est écarté de l'enquête. Vous avez d'autres images? Les voilà. Les deux hommes étaient ensemble. Ils sont allés ensemble dans le rayon alcool. Ensuite, le suspect à la chemise bleue a pris une bouteille et ils sont sortis l'un à la suite de l'autre. Revenez sur l'entrée. Il avait l'air extrêmement sûr de lui. Il est entré, il a pris la bouteille et il est ressorti. C'était osé. Montrez-nous la caméra extérieure. On le voit sur le parking du supermarché en train de s'éloigner. On venait de trouver une des pièces du puzzle. C'était déterminant pour nous. Merci, on a ce qu'il nous faut. Quelqu'un allait pouvoir le reconnaître. La vidéo était bonne. On était contents. On allait pouvoir travailler à partir de ça. J'ai appelé le service d'analyse vidéo. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez comparer l'homme du supermarché à celui qu'on voit sur la vidéo de la résidence? On espère toujours obtenir les résultats qu'on souhaiterait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors on croise les doigts et on attend d'avoir un retour.
Je voulais rendre ces images publiques. Nous avons diffusé des avis de recherche avec sa photo au supermarché et dans tout le quartier. S'il fréquentait ce supermarché et qu'il s'y était rendu à pied, on pouvait espérer que quelqu'un le reconnaisse. Quelques jours plus tard, l'analyste vidéo m'a rappelé. Nasworthy, ce qu'il m'a dit a été déterminant pour nous. L'analyste vidéo a formellement confirmé que la personne sur la vidéo du supermarché était bien l'homme du parking de la résidence. C'était une excellente nouvelle. Ça allait faire avancer l'enquête. Il a ajouté que selon son expérience, dans les affaires d'homicide à l'occasion d'un vol, la personne qui avait une arme était celle qui arrivait en premier sur la victime. Le premier individu en blanc s'arrête et laisse l'autre homme passer devant. Donc c'est sûrement l'homme à la chemise à carreaux qui avait une arme sur lui. Nous avons reçu plusieurs témoignages pendant le week-end au sujet d'un certain Andrew Boyd. Andrew Boyd est un jeune homme de 18 ans. Il vivait dans un centre de réinsertion pour mineurs, le Sylvester House. J'ai donc décidé d'appeler la responsable du centre. Elle m'a dit qu'elle avait vu la photo du supermarché et qu'il s'agissait bien d'Andrew Boyd. Les résidents sont libres d'aller et venir, mais ils doivent signer un papier quand ils sortent et quand ils reviennent. J'ai demandé à la responsable du centre de m'apporter le registre et de répondre à quelques questions. Merci. Nous avons retrouvé la date du meurtre et nous avons constaté qu'Andrew Boyd n'était pas au centre lorsque Larry Howes a été tué. Avec qui Andrew Boyd passe-t-il ses journées? Elle n'a pas su me le dire. En revanche, elle m'a donné le nom de tous les résidents du centre. Mais aucun d'entre eux ne correspondait au profil du deuxième individu. Merci d'être venu. Nous avions une décision difficile à prendre. Attendre d'identifier le deuxième suspect ou arrêter Andrew en espérant qu'il l'identifie pour nous. Mais pour rendre justice à Larry Howes et à ses proches, je voulais avoir les deux suspects en détention. 3 semaines jour pour jour après le meurtre, j'ai reçu un appel d'une collègue. Nasworthy, un avocat venait de l'appeler pour lui dire qu'une cliente l'avait contacté et qu'elle avait des renseignements concernant le meurtre de Lawrence Howes. Bonjour, inspecteur Jack Nasworthy. Bonjour. Bonjour, inspectrice Vicky Chittick. Bonjour. Elle vivait avec une autre femme dans un appartement. Elle fait aussi référence à un certain Jeremy Bennett. Elle nous a expliqué que Jeremy Bennett logeait avec elle de temps en temps, tout comme Andrew Boyd, parce que Jeremy et Andrew passaient beaucoup de temps ensemble. Le soir du meurtre, c'était la veille de son anniversaire. C'est pour ça qu'elle s'en souvenait. Ils ne sont pas rentrés ensemble. Jérémy est rentré en premier. Jeremy Bennett est rentré vers 22h30. Il était essoufflé. Et il a sorti plusieurs choses de sa poche. Il a sorti un portefeuille, une montre et les clés d'une BMW. Il a fanfaronné en disant « Qui veut conduire une BMW ?» Le portefeuille, la montre et les clés de voiture de Larry Howes avaient été volés. On n'avait jamais rendu ces informations publiques. J'étais donc convaincu qu'elle disait la vérité. Qu'a-t-il fait du portefeuille? Jeremy et son ami Jerry Flood l'ont brûlé. Ils étaient tous les deux à côté du barbecue et elle a senti une odeur de plastique brûlé. Elle leur a demandé ce qu'ils faisaient et Jeremy lui a répondu « On s'occupe d'un truc qu'on a fait ». 2 semaines plus tard, elle a vu les avis de recherche. J'ai levé la tête et j'ai vu une photo de Monsieur Howes. Comment l'avez-vous reconnu? C'était la photo que j'avais vue sur le permis de conduire qui se trouvait dans le portefeuille que Jeremy avait. Les enquêteurs retournent au poste de police pour rechercher les noms d'Andrew Boyd, Jerry Flood et Jeremy Bennett dans leur base de données.
J'ai obtenu des photos et j'ai demandé « Reconnaissez-vous ces hommes ?» Elle les a tous reconnus. Ça, c'est Jerry Flood. Ça, c'est Jeremy Bennett. Et lui, c'est Andrew. Elle a identifié Andrew Boyd comme étant impliqué dans le meurtre et Jeremy Bennett comme étant l'autre suspect. L'enquête venait de faire un grand pas en avant. Les enquêteurs sont désormais convaincus que Boyd, avec la chemise à carreaux, et Bennett, en blanc, ont assassiné Larry House. C'était très positif. On avait de nombreux éléments désormais. On a ce qu'il nous faut. Allons les arrêter. Au petit matin, nous avons mis en place une surveillance de toutes les adresses connues de Jeremy Bennett et Andrew Boyd. 2 agents de police sont allés au centre Sylvester House et ont arrêté Andrew Boyd dans sa chambre. On a retrouvé sa chemise à carreaux bleus sur place. La famille attend que justice soit faite. On est là pour les aider et trouver des réponses. Alors on est soulagé lorsqu'on a un suspect en détention. Le FBI a émis un mandat de perquisition pour la maison de Jeremy Bennett. Il n'était pas chez lui. Andrew Boyd a été interrogé. Il portait la même ceinture que sur les vidéos de la résidence et du supermarché. Je lui ai demandé de me donner sa version des faits. Andrew a nié toute implication. Dans le centre-ville de Tacoma, la police arrête un complice de Boyd et Bennett. Jerry Flood a été interpellé chez sa mère. C'est lui qui avait allumé le feu du barbecue et il a reconnu y avoir jeté le portefeuille de Larry House. Un autre enquêteur interrogeait Jerry Flood pendant que j'étais avec Andrew Boyd. Cet enquêteur m'a raconté ce que Jerry venait de lui dire. Peu de temps après le meurtre de Larry House, il s'est disputé avec Andrew Boyd et ce dernier lui a dit « Fais gaffe ou je te tuerai aussi ». Jerry a eu peur. Quand je suis retourné voir Andrew Boyd, je lui ai dit que Jerry Flood était en train de tout nous raconter et que je lui laissais une chance de nous donner sa version des faits. Je n'ai obtenu aucune réponse de sa part. J'avais encore les photos du supermarché. Il continuait de nier. Je lui ai dit qu'il portait pratiquement les mêmes vêtements, qu'il avait la même ceinture. Alors il a fini par reconnaître que c'était bien lui, dans le supermarché. C'était une belle avancée, mais je voulais surtout qu'il me raconte ce qui s'était passé à la résidence. Il fallait que je le fasse réagir. Je lui ai dit qu'on avait des images de vidéosurveillance à l'intérieur du parking sur lesquelles on le voyait entrer avec Jeremy Bennett. Il ne m'a pas cru. Il voulait voir les images. Mais je ne voulais pas les lui montrer. Je savais qu'en voyant leur mauvaise qualité, il dirait que ce n'était pas lui. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui montrer pour le moment, mais que j'allais lui faire un schéma de ce qu'il avait fait. Voici l'entrée du parking. Jeremy est entré en premier, il s'est arrêté, il s'est tourné vers vous pour vous montrer le chemin, vous êtes passé devant. C'est là que Larry House a été tué, ensuite vous êtes parti par là, Jeremy était derrière vous. Quand il a regardé mon schéma, il s'est décomposé. Je le tenais. Andrew Boyd accepte enfin de témoigner en étant enregistré et de donner sa version des faits concernant le meurtre de Larry House. Avec qui étiez-vous et que s'est-il passé? J'étais avec Jeremy. On marchait en remontant vers la colline. On a repéré la voiture. Que s'est-il passé ensuite? Jeremy est entré dans le parking et a commencé à lui parler. À ce type-là. Donc le type est sorti de sa voiture. Qu'est-ce que Jeremy lui a dit? Il lui a dit de vider ses poches. Et ses vêtements. De retirer ses vêtements? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour récupérer un max de trucs. Il avait pas de liquide.
Vous pensiez qu'il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui. Alors vous vouliez lui prendre ses vêtements aussi. Ouais. Jérémy avait déjà sorti son arme? Ouais. Qu'est-ce que le type disait? Ne faites pas ça. Donc il lui demande de se déshabiller, le type obéit. Que s'est-il passé après? Je me suis dirigé vers la sortie et j'ai entendu... Le coup de feu? Ouais. Combien de coups de feu avez-vous entendu? 2. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à courir. Je n'ai pas cru un mot de ce qu'il m'avait raconté. Mais peu importe qui a appuyé sur la détente. Dans l'État de Washington, il existe ce qu'on appelle la responsabilité du complice. Si vous êtes impliqué dans un crime, vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Il avait avoué avoir été présent aux côtés de Jérémy et que tous les deux avaient volé puis tué Larry Howes. Mais les recherches pour retrouver le complice de Boyd, Jérémy Bennett, demeurent infructueuses. Nous avons passé la journée à interroger des gens et à fouiller des maisons. Mais on ne savait pas où il était. J'ai appelé le procureur pour lui dire que Jérémy était introuvable. Je craignais que, sachant qu'Andrew Boyd avait été arrêté, il tente de quitter la ville avant qu'on ait pu établir de mandat d'arrêt. Alors j'ai dit, il nous faut un mandat d'arrêt aujourd'hui. Le week-end arrive, il va s'enfuir. Il m'a demandé de venir au tribunal sans tarder pour qu'on puisse établir un mandat d'arrêt. L'inspecteur Nasworthy et moi sommes allés au bureau du procureur. En chemin, je regarde à l'extérieur du tribunal. On n'en croyait pas nos yeux. Jérémy Bennett était en face de nous. On est sorti. Jérémy Bennett, vous êtes en état d'arrestation. Jérémy était sous le choc. Il ne s'y attendait pas. Si on avait vu ça dans un film, on n'y aurait pas cru. Et pourtant, c'est arrivé comme ça. La bonne nouvelle, c'est que nous tenions Jérémy Bennett. La mauvaise était que l'inspecteur Nasworthy et moi-même l'avions arrêté. Ça tombait mal. C'est compliqué de passer les menottes à quelqu'un et de l'interroger tout de suite après. La personne vous en veut. Elle a déjà une dent contre vous. 2 autres enquêteurs l'ont interrogé. Moi, je les observais derrière un miroir sans teint. Jérémy donne sa version de ce qui s'est passé lors du meurtre de Larry Howes. C'était bien son idée d'aller dans le centre-ville pour trouver de l'argent. Il a emmené Andrew avec lui. Lorsqu'ils ont vu la BMW, Jérémy a repéré la voiture. Andrew a accepté de le suivre pour aller voler Larry Howes. Larry a été surpris. Il n'a vu Andrew qu'au dernier moment. Andrew lui a dit de vider ses poches. Larry a obtempéré et il a vidé ses poches. Il a enlevé sa montre et leur a donné. Puis Andrew lui a dit de se déshabiller. Au départ, Larry a fait ce qu'on lui demandait. Il a retiré ses chaussures et il a plié sa veste. Puis Andrew lui a dit d'enlever son pantalon. Mais Larry a refusé. Larry Howes a reçu 2 balles dans le corps. Mais les 2 versions diffèrent. Et personne ne saura jamais qui a appuyé sur la détente. Andrew et Jérémy s'accusaient mutuellement d'être celui qui avait tiré sur M. Howes. Nous n'avons jamais retrouvé l'arme du crime. Avant le début de son procès, Jérémy Bennett plaide coupable de vol sur la personne de Larry Howes et d'homicide volontaire. 6 mois plus tard, à son tour, Andrew Boyd plaide coupable de vol et d'homicide volontaire. Mais tous les 2 nient avoir tiré. Jérémy Bennett a été condamné à 28 années de prison pour le vol et le meurtre de Larry Howes. Et le juge a condamné Andrew Boyd à 26 ans de prison. Jerry Flood plaide coupable de complicité pour avoir détruit des preuves. Il est condamné à 17 mois de prison. Quelle que soit l'enquête qu'on nous confie, on veut la résoudre pour apporter la justice à la famille. Cette affaire était particulière. La victime avait été choisie au hasard. Il n'y avait aucun témoin à part les caméras.
Ça n'avait aucun sens. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils étaient très jeunes. Comment peut-on être aussi insensible à cet âge? Ils ne connaissaient même pas mon frère. Ils lui ont laissé 4 minutes et demie. C'est tout. Et ils l'ont éliminé comme on jette une assiette en carton à la poubelle après un pique-nique, sans même un regard. C'était quelqu'un de bien, mais il nous manque. On l'aimait. Ce qui me manque le plus, ce sont nos sorties en bateau pour aller à la pêche au crabe. Il nous aura appris qu'il faut aimer, qu'il faut être ouvert à l'amour, qu'il faut vivre sa vie avec passion. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir été mon ami. Un jour, on remontera sur un bateau et on ira pêcher ensemble.